à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de La Voix des experts ici sur Women TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apport des femmes dans le journalisme, puisque le journalisme a beaucoup changé ces dernières années, notamment au cours de ces 3 dernières décennies. L'espace apolémique, souvent audacieux, il a depuis accédé aux yeux de plusieurs statuts de profession. Ceux et celles qui le pratiquent ont élargi le rôle et le mandat du journaliste dans la société en redéfinissant fondamentalement la mission qu'il ou qu'elle se donne. Il est arrivé qu'il ou qu'elle soit assimilé à des pouvoirs de tout genre, ou à des vedettes, ou tout simplement à des stars du petit écran. Donc aujourd'hui, le statut du ou de la journaliste a changé, de même que les valeurs qui sont de sa pratique. Et l'un des changements les plus subtils, mais aussi des plus déterminants, qui sont survenus dans cette profession, est sans nul doute l'arrivée des femmes. Une arrivée qui s'est opérée de manière graduelle à partir des années 60. Entrée par la porte très étroite des phases féminines, plusieurs femmes ont accédé peu à peu, au cours de ces dernières décennies, à la plupart des autres secteurs de l'information, de la politique au sport, de l'économie à l'éditorial. Et il est important de voir aujourd'hui quel est l'apport de femmes dans l'exercice de la profession de journaliste. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui sur le plateau de La Voix des experts sur Women TV, nos consoeurs, Yenaba Seydouba, qui est journaliste à la RFM et à la TFM, du groupe Futur Média, un groupe privé au Sénégal, et Arwa Barkala, qui est journaliste freelance, qui collabore avec plusieurs organes, la BBC et Euronews, entre autres, au Sénégal. Mesdames, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Voilà, je vais commencer par Arwa. Arwa, vous êtes journaliste freelance et vous collaborez avec plusieurs organes au niveau des médias étrangers, BBC, Mediapart, mais également Euronews. Dites-nous un peu dans quel secteur vous travaillez exactement au niveau de ces différentes rédactions. Alors moi, faut savoir déjà que j'ai plusieurs arcs, j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire que je fais de la radio, je fais de la télé, je fais de la presse écrite. Donc en l'occurrence, je travaille pour la BBC Radio, mais aussi pour la BBC télé, pour Mediapart et pour News avec un podcast qui s'appelle Dans la tête des hommes et qui traite des masculinités toxiques dans ces pays africains. Et justement, donc je m'attelle à tout ce qui est problématique de société, féminisme, droits des femmes, mais aussi tout ce qui touche à la masculinité, puisque j'écris aussi pas mal sur le genre en fait en général, puisque je m'attaque pas mal des sujets comme les LGBT. Donc j'ai écrit un article pour Tétu. La dernière chose que j'ai fait, c'était un article pour Tétu au sujet des LGBT au Sénégal. Donc c'est surtout les questions de société en fait. Les questions de société qui impactent directement d'ailleurs dans la communauté. Nous aurons l'occasion de revenir plus largement tout à l'heure. Je me tourne vers Dienaba. Dienaba, merci également d'avoir répondu à notre invitation. On vous voit sur le écran, mais également à travers les ondes du groupe Futur Média depuis plusieurs années. Mais expliquez-nous plus en détail dans quelle rubrique ou dans quelle test vous êtes le plus actif. Bonjour Ney, bonjour Arwa Barkala. Je suis très honorée de participer à cette émission en tant que femme leader dans le secteur des médias. Oui, quelquefois je revendique parce que quand même on a eu à faire beaucoup de choses donc, dans ce métier. Alors d'ailleurs, je suis journaliste au groupe Futur Média. Quand je parle du groupe Futur Média, je parle et de la radio et de la télé. J'ai pas la même chance que Arwa, je n'ai jamais pu écrire dans l'Observateur, mais peut-être, voilà, cela me tente, hein, essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors, je suis à GFM depuis 2003 et je suis entrée là-bas en tant qu'élève. Et depuis lors, je n'ai pas quitté le groupe Futur Média. Donc, toute ma formation, voilà, j'ai eu à le faire donc, au niveau du groupe Futur Média. Et quand la télévision donc, a été ouverte 2 ans après, j'ai intégré la direction des programmes tout en ayant donc une émission également dans le secteur de l'immobilier. Mais avant de faire de l'immobilier, j'étais donc dans la culture. J'étais dans le desk culture donc, de RFM. On a créé une émission qui s'appelle Khalam, qui existe encore et on est très honoré de cela.
Mais depuis 2011, j'ai la seule émission thématique immobilière et foncière, disons, qui existe au Sénégal. Il y en a qui le font, mais c'est des émissions qui ne durent pas. Donc, nous, depuis 2011, on produit une émission qui s'appelle Samaker. Et Samaker, aujourd'hui, nous a amené à créer une petite structure d'événementiel autour de l'immobilier qui s'appelle RASCOM. Et puis, avec RASCOM, on a pu créer aujourd'hui DSB Immobilier, qui est un site internet 100% information immobilière et foncière que nous avons lancé le 15 mars dernier. Donc, voilà, en résumé, voilà, ce que je fais dans la presse. Voilà, merci Djenaba. Et nous allons donc entrer dans le vif du sujet aujourd'hui avec l'apport des femmes dans ce métier que certaines femmes exercent depuis près de 2 décennies ou même beaucoup plus. On voit aujourd'hui dans le contenu qu'il y a de nouvelles préoccupations qui sont prises en compte. Il y a également de nouveaux sujets, parce que tout à l'heure, on a parlé des pages féminines par lesquelles les femmes sont passées, puisque beaucoup étaient cantonnés à ces histoires de femmes, comme on les appelle dans les rédactions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité. Vous en êtes l'exemple. Aujourd'hui, par rapport à aux desks ou bien aux sujets que vous abordez, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté dans le contenu de vos médias respectifs? Moi, mon rôle en tant que journaliste, c'est surtout l'éducation. En tout cas, à la BBC, on s'est tenu à cœur évidemment de s'adresser uniquement aux contribuables anglais, mais surtout aux Africains qui nous regardent. Et surtout, moi, ma démarche, en tout cas, à chaque fois, c'est l'éducation. C'est l'éducation par différentes... c'est peut-être pas la promotion, mais en tout cas la promotion de l'éducation par différents moyens. Donc, mettre en avant en fait des portraits de personnages qui font des initiatives qui sont inspirantes et qui peuvent donner l'exemple aussi autour de, par exemple, la lutte contre le plastique, où j'avais fait un portrait de Modou Fall, c'est l'homme monstre de plastique que je dis dans le récit, j'avais dit qu'il venait du futur pour nous avertir du péril plastique ici au Sénégal. À plusieurs reprises, en fait, j'ai eu, je pense que je peux m'en vanter un petit peu, mais à plusieurs reprises, il s'est avéré que j'avais fait le portrait d'une personne et que cette personne-là se retrouve ensuite dans d'autres médias. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple de Oplerou, qui est un jeune graphiste ivoirien qui a fait des emojis africains, qui n'a pas terminé ses études, et j'ai eu la chance d'aller le rencontrer en Côte d'Ivoire et lui faire son portrait, en fait, pourquoi est-ce qu'il avait cette démarche-là. Et il s'avère que juste après avoir publié son portrait, il a eu son portrait dans le New York Times, chez CNN, dans le Guardian, dans le Washington Post, etc. Donc c'est vraiment une démarche qui est pour moi en fait éducative et de promotion en fait des initiatives africaines, du fait aussi de montrer que voilà, l'Afrique n'attend pas. L'Afrique n'attend pas. Il y a d'autres portraits aussi que j'ai pu faire, notamment je parlais de Modou Fall, donc l'homme plastique, le monstre de plastique qui nous avertissait du péril plastique au Sénégal. Et bah oui, effectivement, pareil, l'idée, c'est vraiment d'éduquer, de vulgariser. C'est aussi ma démarche pour tout ce qui est des questions qui peuvent être sociétalement très difficiles, voire douloureuses en société, que ce soit voilà, justement les LGBT. Pourquoi tant de haine, si je peux dire, et qu'en fait, par l'éducation, on se rend compte que ce sont des personnes quand même qui se battent pour l'accès aux soins, qui est une préoccupation première chez tous les Sénégalais. Et donc voilà, donc moi je suis juste pour précision, parce que c'est vrai que Djenaba a été plus précise dans son parcours. Juste pour précision, moi ça fait 5 ans maintenant que je suis au Sénégal, et ça fait 10 ans que je fais du journalisme, et du coup c'est vrai que quand on porte, je pense que la porte de l'éducation, plus que la sensibilisation ou d'autres mots anciens comme ça, c'est la porte de l'éducation, c'est une des portes majeures, je trouve, pour le dialogue, en tout cas, et la vulgarisation aussi, pour faire connaître, pour rendre les gens curieux, en fait, en tout cas. Tout à fait.
Merci Awa. Je me tourne du côté de Dienaba. Dienaba, vous avez listé un peu les émissions que vous avez eu à faire. Dans ces émissions, vous avez parlé de Khalam, parce que la culture est quand même importante dans la vie de la communauté. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté avec votre, disons, votre œil de femme par rapport à ces émissions, par rapport à ce qui se faisait ailleurs? Avoir parlé d'éducation et c'est très important dans notre métier. Et quand on parle de culture, bien entendu, l'éducation des valeurs, donc on fait partie. Et nous, quand on faisait Halam, on faisait en sorte tout le temps de faire ressortir, disons, tout ce qui est valeur dans notre pays. Je me rappelle, on avait fait un reportage avec Harmay Madjaga, donc à Rufisque, autour donc de sa famille. Quand je parle de sa famille, je parle vraiment de sa famille traditionnelle. C'est ces genres de reportages-là qui nous ont donc plus marqués parce qu'en allant au reportage, nous, en tant que journalistes, en tant que femmes, on nous inculque également des valeurs qu'on a, disons, l'obligation de redistribuer à travers nos ondes. Et je pense que faire de la culture, d'ailleurs, m'a permis aujourd'hui de mieux m'affirmer, de mieux aimer ma culture parce que je suis Halpulaar, mais avant je ne parlais pas du tout ma langue. Donc c'est quand je suis allée faire un reportage au fort de Podor, c'était avec Maître Aïssata Tall que j'ai vraiment regretté pourquoi je n'ai pas appris la langue Pulaar et je me suis mise automatiquement à apprendre la langue et aujourd'hui je parle le Peul, même si j'ai un peu l'accent, disons, des Français dans le Peul, mais je parle quand même avec beaucoup de fierté. Donc aujourd'hui, on a permis également à beaucoup de troupes comme le Bakalama à se faire connaître parce que c'est ça aussi le mérite d'être journaliste. Dans notre métier, on est sans pour autant le savoir des personnes qui avaient juste besoin d'être écoutées par 1000, 2000 personnes et qui aujourd'hui sont au sommet de leur art. Donc, en faisant Khalam, c'était d'abord pour m'éduquer moi-même et pour également distiller ces valeurs qu'on nous inculquait généralement à travers les reportages qu'on allait, mais aussi on allait au plus profond donc, de nos valeurs, de nos cultures. Et ça, c'est très, très, très important pour un métier. Quand tu es dans un métier, généralement, on dit si tu n'apprends pas, ce n'est pas la peine de continuer à faire ce métier-là. Et avec la culture, donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et ce sont des choses également que j'ai vulgarisées donc, à travers donc, des émissions, mais surtout également aller à la rencontre de belles personnes. Et ma plus grande rencontre, c'était Parma Sen. Je ne sais pas si vous le connaissez, Parma Sen. Il était le directeur de cabinet donc, du ministre de la Culture qui devait organiser, j'ai oublié son nom. Donc, c'est lui qui devait organiser donc, le FESMAN. Et à travers cette personne, je me suis éduquée parce que quand on sort de chez nous, je vous ai dit que quand je commençais le journalisme, j'étais encore à l'école. Donc, quand on sort de chez nous, généralement, on a l'éducation de base donc, des parents, mais le reste est inculqué par l'environnement auquel on est généralement confronté. Et c'est des belles rencontres comme ça qui nous ont permis quand même de pouvoir solidifier donc, nos valeurs. Et dans ces valeurs-là, le leadership en fait partie. Parce que quand on a des valeurs sûres, quand on a des valeurs quand même, disons, d'Africains, de Sénégalais, donc on ne peut pas être derrière. Et c'est ce leadership-là d'ailleurs qui pose des problèmes au niveau de la rédaction parce que quand par exemple, moi je faisais la culture, j'étais la seule à me plier en quatre pour faire la culture et imaginez-vous bien, quand il a fallu choisir quelqu'un pour diriger le desk, ils ont amené un homme. Voilà, j'ai pété les câbles parce que je me disais que voilà, ce que moi j'ai fait pour la culture au niveau de RFM, voilà, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être effacé comme ça par des décisions donc voilà d'une direction ou bien quelque chose du genre. Donc vraiment j'avais pété les câbles
Mais après, je suis revenue à la raison tout en me disant qu'aujourd'hui, ce n'est pas, disons, à RFM de me juger, mais c'est aux acteurs de me juger. Et aujourd'hui, je suis très, très contente quand je vais à la direction de la cinématographie ou bien quand je vais donc à la direction du patrimoine, que je rencontre là-bas des gens avec qui donc j'ai travaillé et qui sont très satisfaits d'aujourd'hui ce que je suis devenue. Et c'est grâce à eux. Absolument. Et c'est vrai que quelque part aussi, ça pose le problème du leadership au niveau des rédactions, voilà. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir dans d'autres émissions. Mais là, on va parler un peu de l'émotion par rapport à ces contenus que les femmes ont apporté beaucoup plus que les hommes. Avant de revenir à Dianaba, à vous, je m'adresse à Barkala. Au niveau des médias avec lesquels vous collaborez, que ce soit les médias américains, surtout les médias européens, BBC, est très prompte à faire des investigations et à sortir des dossiers quand même assez explosifs. Au niveau de la rédaction des féminines, au niveau des femmes, est-ce que cela apporte quelque chose? Est-ce que cela, il y a un nouveau paradigme par rapport, disons, à ces dossiers sulfureux avec les femmes? Merci pour cette question. C'est une bonne question, j'y ai pas réfléchi parce qu'il faudrait peut-être que je regarde tous les documentaires qu'on a sortis, que BBC Africa Eye, le service d'investigation, a sorti depuis le début. Mais effectivement, il y a des... Pour concerner directement le Sénégal, c'est avec le dossier du pétrole, qui absolument. Avait par une Sierra Léonaise, et cela a quand même amené beaucoup de remous au niveau du Sénégal. Tout à fait. Beaucoup de choses. Et ça a été fait par une femme. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça a été fait par Mayeni Jones. Mayeni Jones, et avec toute une équipe qui a travaillé sur ce reportage-là. Le fait qu'elle soit une femme, ça n'a pas vraiment eu d'impact particulier, si ce n'est que dans la réaction, les médias sénégalais ont été particulièrement outrageants, je trouve, à son égard. Ils ont personnifié la problématique quand il s'agissait en fait d'un problème de bien public. Là-dessus, j'ai une opinion très tranchée parce qu'il s'agissait clairement d'intérêt général, parce que la BBC, l'un des points cardinaux de la BBC, c'est quand même l'intérêt général. Et là, c'était l'intérêt des Sénégalais d'avoir, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Sounou 400 000. Anna Soulou 400 000, on parle de ça, et ça, c'est ça l'impact. Moi, j'ai une vision du journalisme à titre personnel ça me permet aussi d'être un peu dans l'investigation. J'ai une vision de le journalisme, ça peut être aussi la sœur ennemie de la justice. Aujourd'hui, le documentaire est sorti il y a 3 ans. Aujourd'hui, où est la justice? Qui a fait la justice? Où sont les 400 000 francs, comme disent les Sénégalais? Il y a eu une réaction où moi j'ai entendu des journalistes à radio, et je comprends le Wolof, je m'exerce au Wolof en écoutant la radio justement, qui nous ont fustigés, alors que notre but c'est de servir l'intérêt général et l'intérêt public. J'ai vu une presse absolument dithyrambique envers Mayeni, absolument injuste, et en fait c'était carrément détourner l'attention du scandale en fait que nous avions révélé. Effectivement, l'apport du fait qu'on soit une femme ou un homme en ayant révélé ça, il ne s'est traduit que dans la réaction. Si c'était un homme qui avait fait cette investigation, la révélation et le problème seraient le même. Tout à fait, mais sur la personne aurait été autre. Absolument, et je pense que c'est dû au fait que, comme l'expliquait Diaba à l'instant, souvent les corps décisionnaires dans la presse en général, et pas que au Sénégal, en France aussi, en Tunisie aussi, dont je suis originaire, c'est des hommes. C'est des hommes. Je pense que le traitement, absolument, je trouve parfois dithyrambique aussi, parfois par rapport à l'affaire Sonko, et j'ai écrit un papier sur Mediapart à ce sujet-là, c'est qu'on est parti chercher des dossiers incroyables sur la pauvre Adji Sarr, alors que celui qui est comptable de la nation, c'est Ousmane Sonko, parce que c'est un personnage public, et la pauvre Adji Sarr, elle, en termes de... c'est totalement asymétrique en termes de pouvoir.
de prise de parole, c'est totalement asymétrique. Donc, je rejoins parfaitement je suis tout autant scandalisée, Dieynaba, sur ce qui s'est passé par rapport à cette prise de poste, mais effectivement, les prises, les postes décisionnaires dans les médias sont encore largement occupés par des hommes. Alors, j'ai pas le pourcentage, et même si j'ai le pourcentage, je pense que c'est celui de la France. Mais voilà, ce serait intéressant de voir quel est le pourcentage d'hommes et de femmes dans des postes de décision. Au Sénégal, même sans études, pour l'instant, il n'y a qu'une seule femme PDG au niveau des médias. Absolument, absolument. Donc voilà, déjà le bon nombre. Voilà. Voilà. Donc, Arwa, avant de revenir à vous, toujours dans le contenu et comment se manifeste l'influence des femmes au sein de la profession, on parle souvent de valorisation de l'émotion avec l'arrivée des femmes dans le métier, mais également de plus grande exposition, plus ou moins, de l'intimité. Et là, je viens à Dieynaba et je prends comme exemple l'interview que vous aviez fait avec la série d'interviews plus précisément que vous avez eu à faire avec les candidats à la présidentielle en 2019. Donc là, on vous a vu avec les candidats, c'est des candidats qui aspiraient à diriger le pays. Et on vous a vu quand même avec des questions-réponses, des jeux de questions-réponses qui intéressaient le public parce que ça donnait une autre image du candidat. Est-ce que là, au niveau de la rédaction, quand on vous a choisi, c'est parce que vous étiez une femme ou bien parce qu'ils pensaient qu'en tant que femme, vous pourriez apporter un plus que les hommes ne pourraient pas faire? D'ailleurs, personne ne m'a choisi, hein, je me suis choisie moi-même. Ah, super. Oui, parce que tout à l'heure, Arwa était en train de parler, j'ai rigolé un peu parce que, en fait, ce qu'elle est en train de raconter, je l'ai vécu. Parce que c'est bien hein, que vous ayez parlé de cette série d'interviews avec les candidats en 2019. Parce que quand j'ai mis le concept de Pose et Trait, un concept que je reprends d'ailleurs après la Tabaski, quand j'ai mis en place Pose et Trait, je vous dis, hein, en toute franchise, on m'a dit non, c'est pas possible. Mais j'ai juste dit au niveau de la direction des programmes, laissez-moi essayer parce que avec l'émission de Mamoudou Ibrakan, les affaires de la cité, je m'occupais toujours des portraits et ça s'était très 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 bien passé. Alors quand j'ai proposé le concept Pose et Trait, qui est un concept un peu spécial de portrait où on va à la rencontre de la personne dans un endroit spécial avec une interview spéciale, les gens n'y croyaient pas trop. Mais je suis arrivée quand même à le faire avec Issa Sall. Donc c'est avec lui que j'ai tourné en premier et ça s'était très bien passé. En deuxième lieu, c'était avec Maître Madi Kenyan et c'est à travers mon émission qu'il a eu un buzz. Parce que on a tellement discuté, on a tellement rigolé qu'après, il a sorti des mots qui ont été utilisés pour sa campagne et ça s'était très bien passé. Maintenant, pour le cas du président Macky Sall, là, ça posait problème. Parce que je suis venue, j'ai dit à la direction des programmes que je veux faire le portrait de Macky. On m'a dit que ce n'était pas possible. D'accord? On me dit non, il faut pour ça, il faut que tu utilises des solutions alternatives. Essaie un peu de voir sur le net ces images. Je leur ai dit non. J'ai dit, moi, je vais aller interviewer le président. Lui, il va s'asseoir, moi, je vais m'asseoir et puis on va discuter. On va faire comme les autres candidats. À Landaï, on m'a dit que ce n'était pas possible. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir le président Macky Sall. Et vous savez quoi? Quand je l'ai eu, j'ai fait l'interview avec lui. Des gens se posaient des questions voilà, de savoir comment elle a fait. D'accord? Même dans mon entourage proche, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que oui, Dieynaba Seydouba voilà, est allé décrocher le président de la République qui est un candidat, lui qui n'a pas accordé l'interview à un autre journaliste, lui il accorde l'interview à Dieynaba Seydouba. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi Macky Sall ne peut pas m'accorder moi une interview? Est-ce que c'est parce que je suis femme, alors que je sais que ça n'a pas été facile, que j'ai pu décrocher le président, qu'aujourd'hui, les gens ils se posent des questions, comment elle a fait?
Même dans mon entourage proche, les gens, ils me posaient des questions, par qui, tu es passé par qui, comment tu as fait, etc. Je leur ai dit, c'est moi, j'ai fait ce que je devais faire en tant que journaliste. J'ai pu convaincre le président et en 5 minutes que le portrait, c'était bien pour lui. Et je vous assure, quand il a terminé le portrait, lui-même, il m'a dit que vraiment, j'aurais raté une belle occasion de parler aux Sénégalais si je n'avais pas fait le portrait. Et vous savez quoi, Ney? Ce portrait a tellement pesé qu'aujourd'hui, le président, quand il m'a vu après, au détour d'un reportage, bien entendu, il m'a dit vraiment, Dienaba, je te dois une fière chandelle parce que tu m'as humanisé. Parce que les Sénégalais, ils n'ont jamais vu ce visage-là de moi. Et jusqu'à maintenant, les gens en parlent. D'ailleurs, c'est pour ça que je reprends le concept au mois de juillet, Inch'Allah. Mais alors, j'étais vraiment vexée. J'ai eu vraiment mal que beaucoup de gens se posent des questions. Voilà, savoir voilà, comment elle a fait. Peut-être qu'elle a des rapports avec un tel ou un tel, alors que ce n'était pas le cas. Je suis juste passée par des voies qui sont des voies normales, d'accord? J'ai eu la chance, je l'ai eu, j'étais la seule à l'avoir. Donc, pendant la campagne, en interview comme ça. Donc, c'est ma chance. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai montré un beau visage, un beau sourire, que j'ai eu l'interview du président. Donc, ce sont des difficultés comme ça, voilà, que j'ai vécu et que j'ai mal vécu. Parce que il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que le président m'a donné de l'argent, que voilà, oui, et ça m'a fait extrêmement mal parce que je me suis battue pour avoir donc le président. Et je suis passée par donc des portes qui étaient des portes quand même qui se sont ouvertes, donc naturellement, parce que j'ai la facilité aujourd'hui de convaincre un décideur d'être en face de moi et de parler. Donc c'est juste ça. Mais au Sénégal, les gens ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme journaliste quand même puisse accéder à des décideurs et c'est extrêmement vexant. Absolument, absolument. Et ça remet d'ailleurs sur la table disons, cette stigmatisation qu'on fait sur les femmes, parce que si c'est un homme qui réussit à décrocher un scoop, on dit qu'il est excellent. C'est un guerrier, entre guillemets, il a réussi là où tout le monde a échoué, mais si c'est une femme, on se pose des questions. On se dit toujours qu'il y a anguille sous roche, et ça en remet une couche. Ça me permet de passer à Arwa, qui parlait tout à l'heure de son podcast avec la masculinité toxique. Est-ce que, quelque part aussi, cette masculinité toxique, on ne la vit pas déjà au niveau des rédactions? Au niveau des rédactions, alors ce ne serait pas tant une masculinité toxique, en fait, ce serait plutôt… parce que masculinité toxique, en fait, c'est tout ce qui est tu dois être fort, tu dois gagner de l'argent pour nourrir ta famille, tu dois cacher tes émotions, tu ne dois pas pleurer, etc. Ça, c'est de la masculinité toxique, puisque, en fait, au bout d'un moment, ça fait des problèmes psychologiques. En revanche, dans les rédactions, ce qui est très embêtant, c'est le fameux plafond de verre. Ça, je parle pour toutes les entreprises, hein, publiques ou privées. C'est le plafond de verre qui pose problème parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des boys clubs où on va tenter plutôt de recruter des personnes qui nous ressemblent, donc des hommes qui nous ressemblent. Souvent, on va aller discuter entre hommes dans des bars, dans des restaurants, entre deux verres. On nous présente un tel parce que voilà. Et puis, alors que nous, les femmes, on veut faire les choses bien et on veut passer par le recrutement. On envoie des CV, etc. Alors que souvent, les hommes entre eux, il suffit d'une cooptation au niveau du bar ou du restaurant et ça y est, il a un poste et parfois, ça tire le niveau vers le bas. Moi, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Prenons la Une et qui milite pour une juste représentation des femmes. Et pour répondre du coup à la question principale de ce débat, oui, avoir plus de femmes, plus de parité et d'égalité entre hommes et femmes dans les rédactions, ça a un impact ne serait-ce que sur les titres de journaux où notamment on rapporte des violences faites aux femmes de façon totalement incongrue. Donc, par exemple, on a eu des titres du type elle a mis le son de la télé trop fort, il l'a tué. C'est pas ça. Ou alors un drame conjugue, un drame passionnel. Un drame, c'est jamais passionnel. Un meurtre, c'est un meurtre. Un féminicide, c'est un féminicide. Et elle avait des grumeaux dans ses crêpes, il l'a tué. Vraiment des trucs comme ça
où là, il y a une insensibilité totale, en fait, des hommes qui écrivent les articles ou qui font les titres, parce que parfois, c'est pas dit que quand on écrit un titre, on fait le titre, quand on écrit un article, on fait le titre ensuite, pardon. Donc moi, je milite au sein de cette association, en tout cas pour une meilleure représentation en fait des femmes dans les médias. Et oui, donc du coup, oui, c'est plus la cooptation en fait qui fait que justement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'on a moins accès à des postes décisionnaires, qui fait qu'on va traiter telle ou telle information de telle ou telle façon. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.